Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Avec les régionales, on peut dire que le chef de l'État camerounais, malgré les écueils du parcours, est parvenu à offrir au Cameroun toutes les institutions dont sa démocratie avait besoin. Les élections régionales auront bel et bien lieu au Cameroun, n'en déplaise à Maurice Kamto, déclare Elim Bilobe. Pour Elim Bilobe, les appels à l'insurrection de Maurice Kamto démontrent à suffisance son échec politique. Suivons maintenant le décryptage de la situation par Elim Bilobe. Suivons. Sur ce plateau, je vous dis bonjour. Elim Bilobe, qu'on ne présente plus sur les antennes d'Afrique Média quand il s'agit de l'actualité camerounaise. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on a semblé à un moment donné penser que vous avez rejoint la société civile, mais vous restez dans le champ politique. Oui, bonjour à vous-même et à nos copanélistes qui sont dans les différentes positions, aussi bien en France, Luc Meunier et bientôt Luc Michel, et très certainement à Yaoundé tout à l'heure. Non, je ne suis pas de la société civile, je reste un homme politique. J'étais aux élections législatives, j'étais candidat, j'ai obtenu un score tout à fait respectable, mais je n'ai pas été élu. Et je reste un acteur politique essentiel, avec la caractéristique que beaucoup n'ont pas pu avoir, c'est-à-dire d'être un électron libre, mais un électron très très écouté et qui entretient des relations assez honorables avec de nombreuses formations politiques à l'effet de faire avancer la construction politique de notre pays, n'en déplaise à quelques turiféraires. Merci à vous, Elim Bilobe, d'être là ce matin. Merci également à Jules Meunier d'être à Paris. Et à présent, je vous invite à suivre le ministre camerounais de l'administration territoriale, Paul Atanga-Ndji, qui a fait une sortie hier pour rappeler que le gouvernement, pour déjà annoncer que le corps électoral a été convoqué par le chef de l'État et annoncer également la fermeté du gouvernement contre toute personne qui perturberait justement le déroulement de ce processus, de ce scrutin qui est prévu au mois de décembre prochain. Paul Atanga-Ndji a annoncé que le gouvernement sera ferme et que toutes les mesures seront prises pour pouvoir neutraliser toute personne qui s'opposerait au déroulement de ce processus. Je vous propose de suivre Paul Atanga-Ndji. Dans le strict respect des dispositions légales, les collèges électoraux pour l'élection des conseillers régionaux. Ce scrutin aura lieu le dimanche 6 décembre 2020. L'élection des conseillers régionaux est l'ultime étape dans la mise en place des institutions prévues par la Constitution. Au sorti du bureau de vote le 9 février dernier, à l'occasion du double scrutin législatif et municipal, le chef de l'État avait clairement laissé entrevoir la tenue imminente du scrutin dont les collèges électoraux viennent d'être convoqués. Son Excellence Paul Biya déclarait alors, je cite, « Quand les élections municipales auront pris fin, on aura à élire les conseillers régionaux. C'est le grand pas vers une démocratie plus développée. Je n'en suis que satisfait et je remercie les Camerounais de m'apporter leur dynamisme, leur concours à la marche de cette grande démocratie. » Fin de citation. L'élection des conseils régionaux marquera ainsi l'aboutissement d'un cycle électoral débuté le 25 mars 2018 avec l'élection des sénateurs en passant par l'élection présidentielle d'octobre de la même année et les élections législatives et municipales du 9 février 2020. La fin de ce cycle permettra au président de la République, son Excellence Paul Biya, de se consacrer totalement
à la mise en œuvre du programme des grandes opportunités pour lequel il a été plébiscité par le peuple camerounais le 7 octobre 2018. Mesdames et messieurs des médias, le renforcement de la décentralisation est une demande forte du peuple camerounais souverain et maître de son destin. Elle fait partie des recommandations du grand dialogue national. L'approfondissement du processus de décentralisation implique donc la tenue des élections des conseils régionaux, du reste très attendu par l'immense majorité des Camerounais. Le ministre de l'administration territoriale, en sa qualité d'agent du gouvernement dans les processus électoraux, accompagnera comme d'habitude l'échéance à venir en mettant à la disposition de Elections Cameroun ELECAM, organe indépendant chargé de l'organisation matérielle des scrutins, tous les instruments légaux, notamment le fichier de la chefferie traditionnelle dans les délais prescrits par la loi en vue d'une élection transparente et crédible. Comme lors des précédents scrutins, en particulier l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, les élections législatives et municipales du 9 février 2020, le ministère de l'administration territoriale apportera à ELECAM un encadrement sécuritaire optimal pour que l'élection des conseillers régionaux se déroule sur toute l'étendue du territoire national de manière sereine. En effet, il nous est revenu que certains responsables des partis politiques en perte de vitesse ont lancé des mots d'ordre irresponsables en posant des préalables pour la tenue de l'élection des conseillers régionaux. Faute de quoi, ils engageront des actions visant à déstabiliser les institutions républicaines et contre celui qui les incarne, son Excellence Paul Biya. Évidemment, ces menaces ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds. Je tiens une fois de plus à rappeler que le ministre de l'administration territoriale est chargé du maintien de l'ordre, de la protection des personnes et de leurs biens, de l'encadrement des activités des partis politiques, des ONG entre autres. Aucun écart de comportement ne sera toléré de quelque parti politique que ce soit et de qui que ce soit. Mesdames et messieurs des médias, permettez-moi de rappeler un certain nombre de dispositions légales qui seront immédiatement activées au cas où des politiciens véreux et irresponsables oseraient poser la moindre action visant à perturber l'organisation du scrutin du 6 décembre 2020. Il s'agit notamment de la loi numéro 2016/007 du 12 juillet 2016 portant code pénal. Article 111 au sujet de la sécession dispose en son alinéa 1 est puni de l'emprisonnement à vie celui qui en temps de paix entreprend par quelque moyen que ce soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire. Article 114, qui traite de la révolution, dispose est puni d'un emprisonnement à vie celui qui tente par la violence soit de modifier les lois constitutionnelles, soit de renverser les autorités publiques instituées par les dites lois ou de les mettre dans l'impossibilité d'exercer leur pouvoir. La loi 90/55 du 19 décembre 1990 portant régime des réunions et des manifestations publiques, article 6.1, sont soumis à l'obligation de déclaration préalable. Tous les cortèges, défilés, marches, rassemblements de personnes et d'une manière générale, toutes les manifestations sur la voie publique, article 8.1, le sous-préfet qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement récépissé. 2. Toutefois,
s'il estime que la manifestation projetée est de nature à troubler gravement l'ordre public, il peut, le cas échéant, lui assigner un autre lieu ou un autre itinéraire. Interdit par arrêté qu'il notifie immédiatement au signataire de la déclaration au domicile élu. Mesdames et messieurs des médias, sur la conduite éclairée de son Excellence Paul Biya, le Cameroun a toujours privilégié une démocratie de rassemblement et non d'exclusion. Dans son humanisme légendaire et usant de ses prérogatives constitutionnelles, son Excellence Paul Biya avait ordonné il y a quelques mois l'arrêt des poursuites judiciaires contre un responsable de parti politique et ses affidés qui avaient gravement violé la légalité républicaine. En ordonnant l'arrêt des poursuites, le chef de l'État avait voulu donner une chance historique à ce leader politique de se détourner des raccourcis antidémocratiques devenus son sport favori. Après avoir pris part au scrutin présidentiel, le responsable de ce parti politique a, contre toute attente aux grandes dames de ses militants, décidé de ne pas participer au double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. De ce fait, ils se sont volontairement mis, lui et son parti, hors du jeu des institutions républicaines. En démocratie, tout le monde le sait, la légitimité politique ou républicaine s'acquiert dans les urnes et non à travers les réseaux sociaux ou dans la rue. Ceux qui, par faux calculs politiques, trouvent des prétextes fallacieux pour se soustraire des consultations électorales doivent aussi avoir le courage d'assumer les conséquences de leur choix suicidaire. Refuser de participer aux élections et prétendre défendre les intérêts du peuple camerounais sans mandat électif est une imposture qui ne saurait prospérer au Cameroun. Nous y veillerons. Après le double scrutin du 9 février 2020, de nouvelles forces politiques ont émergé. Elles participent chacune à sa manière au jeu démocratique, comme l'a toujours voulu son Excellence Paul Biya, grand architecte de la démocratie apaisée au Cameroun. J'ai saisi donc cette occasion pour lancer une sévère mise en garde aux politiciens sans scrupules, en quête d'une hypothétique notoriété, contre tout agenda visant à perturber la tranquillité des Camerounais avant, pendant et après l'élection des conseillers régionaux. C'est l'occasion de préciser que l'arrêt des poursuites judiciaires ne signifie aucunement l'extinction des charges qui avaient motivé la mise en détention préventive des présumés coupables. En cas de nouveaux faux pas, notamment l'incitation à la rébellion, le compteur judiciaire de ceux qui ont bénéficié de l'arrêt des poursuites sera remis à zéro. Le rouleau compressé du maintien de l'ordre se mettra immédiatement en branle et sans complaisance. Tous les fauteurs de troubles, quels qu'ils soient, répondront de leurs actes devant les instances judiciaires. En tout cas, les récalcitrants auront été suffisamment prévenus. En cas de trouble à l'ordre public, les autorités administratives prendront des mesures appropriées, suivant un nombre de codes qui leur sera communiqué sur les identités des meneurs. Et pour terminer, je voudrais rappeler cette métaphore connue de tout le monde. En tapant sur une ruche d'abeilles, vous savez ce qui vous attend lorsque vous ne pouvez pas fuir. J'espère avoir été suffisamment clair. Je vous remercie.
Et voilà, retour sur ce plateau de la matinale sur Afrique Média après avoir suivi Paul Atanga-Ndji, le ministre camerounais de l'administration territoriale, qui a d'abord commencé dans cette sortie par présenter ce qui justifiait à suffisance aujourd'hui la tenue de ces élections régionales qui permettront la mise sur pied de conseils régionaux et permettant ainsi au processus de décentralisation en cours dans le pays de pouvoir connaître des avancées majeures, on a entendu. Et puis en deuxième partie de son intervention, Paul Atanga-Ndji a présenté les moyens dont dispose l'État, les moyens notamment les moyens légaux, notamment de répression et sans exclure une fois de plus la force publique. Elie Bilobet, je vous reçois avec cela. On voit aujourd'hui au Cameroun que les gens ont véritablement envie de gérer eux-mêmes, de s'auto-gérer, tel qu'on peut le voir, notamment, on l'a vu ici, on l'a vu dans la capitale économique camerounaise, Douala, avec des chefs traditionnels, avec des Sawa, des autochtones Sawa qui ont manifesté après la nomination d'un chef traditionnel qui était issu d'une autre communauté qui n'est pas Sawa. Oui, mais ça n'a rien à voir avec la volonté de gérer soi-même ses affaires. Il s'agit là d'être clair sur la structuration du conseil régional. Vous avez, comme le professeur Isomba l'indiquait tout à l'heure, la loi vous dit que le conseil régional ou bien les régions ont deux organes. La région, en tant que collectivité territoriale décentralisée, a deux organes. Il y a le président du conseil régional, qui est l'exécutif. Et il y a le conseil régional lui-même, qui est l'organe délibérant. C'est une assemblée. C'est une assemblée devant laquelle le président du conseil régional rend des comptes. Et la loi vous le dit. On vous dit que le conseil régional a un certain nombre de compétences. Disons que la région a un certain nombre de compétences sur presque tous les plans, sur le plan économique, sur le plan éducatif, sur le plan scolaire, sur le plan sportif, sur le plan sanitaire. Donc, toutes les grandes missions régaliennes que l'État central devait assurer dans le passé, à l'exception de la défense, des affaires étrangères, le reste des compétences usuelles qui font le fonctionnement au quotidien d'un État ont été transférés aux organes décentralisés, à l'échelon tout à fait local aux communes, à l'échelon régional aux régions en tant que collectivité territoriale. C'est donc de très grosses compétences. Envisager que ce système d'organisation politique de l'État soit paralysé, ne fonctionne pas, c'est empêcher l'État d'exister. C'est une façon de vouloir empêcher l'État d'exister, donc de déconstruire l'État. Et lorsque la volonté d'empêcher ce système d'organisation de l'État survient après une élection présidentielle et compte tenu des responsabilités que la Constitution donne au président de la République, qui, de par la Constitution, est la personne qui définit la politique de l'État. Parce qu'il n'y a aucun État au monde où chacun définit la politique de l'État. Il est évident et compréhensible de tous les esprits qu'un État a besoin d'un ordre. Et dans cet ordre, il y a un seul individu, qui est le président de la République dans le cas du Cameroun. Dans d'autres formes d'organisation de l'État, ça peut être le Premier ministre. Mais au Cameroun, c'est le président de la République.
lorsque vous n'avez pas gagné l'élection présidentielle, vous ne pouvez pas vous prévaloir de la capacité à organiser l'État. Celui qui organise l'État, c'est celui qui gagne l'élection. Donc, celui qui a gagné l'élection et qui est M. Paul Biya, son schéma d'organisation de l'État, il est en droit de le mettre en place. Il avait déjà commencé à le mettre en place en mettant les communes en place. On peut lui reprocher d'avoir pris le temps nécessaire, mais si il a pris ce temps, c'est parce qu'il continue à gagner les élections. Si les communes qui ont commencé à être mises en place en 1996 et dont la structuration a été parachevée en 2004 avec la loi fixant les règles applicables aux communes, si on l'avait interrompu à cette époque en le battant aux élections, ceux qui ont un autre projet auraient déconstruit ce que Paul Biya a fait pour installer leur projet. Malheureusement pour nous, de l'opposition qui voulions l'enlever, Paul Biya est parvenu à continuer à gagner les élections, donc à continuer à mettre sur pied son projet de société. Aujourd'hui, il est à la fin du processus. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que, puisqu'il gagnait les élections, nous devions nous attendre à l'avènement de cette étape-ci, de la mise en place de la structure politique que M. Biya a rêvé pour le Cameroun et qui comprend donc les régions comme dernière phase. Je ne peux pas comprendre que au moment où M. Biya veut donc mettre en place la dernière phase, alors que tout le monde lui demandait que puisque c'est toi qui gagnes les élections, pourquoi tu ne mets pas en place la dernière phase? Maintenant, il gagne l'élection, il veut mettre en place la dernière phase. Ceux qui ont perdu l'élection disent non, il ne faut pas mettre en place la dernière phase. C'est des comportements inadmissibles, incompréhensibles, que personne, quelle que soit sa culture intellectuelle, ne peut pas venir à expliquer. D'ailleurs, les gens qui tiennent cette orientation-là, ils s'expriment, mais ils n'emportent l'adhésion de personne. C'est incohérent de dire à celui qui gagne, ne mets pas en place ton programme. Il doit mettre en place le programme de qui? De ceux qui ont perdu. Donc, la région, telle que M. Biya l'a pensé, est une institution qui comprend deux catégories d'acteurs. Les acteurs politiques, qu'on appelle les délégués des départements, qui seront des élus par les conseillers municipaux. Donc, dans le schéma de M. Biya, il y a un agencement. Les communes ont pour but, c'est-à-dire les conseillers municipaux, puisque c'est eux qui constituent les acteurs politiques de la commune, ils ont pour but de lire ceux qui vont administrer la région, qui est l'unité de la décentralisation la plus grande. Ils élisent donc les délégués des départements, qui sont des acteurs politiques. Et les délégués des départements sont investis par les partis politiques. Mais le Cameroun a une histoire. Il n'a pas commencé par les partis politiques. En 1900, M. Essomba, qui connaît la progression de l'histoire politique et institutionnelle, dans les années 1900, il n'y avait pas de parti politique. Mais il y avait des acteurs politiques qui étaient le commandement traditionnel. Il n'y avait pas d'État en 1700, en 1800, en 1900, jusqu'en 1959. Il n'y avait pas un État. Il y avait des tribus qui avaient leur administration politique interne. C'est ça que nous avons appelé, dans le jargon camerounais, le commandement traditionnel, sur lequel est venu s'imposer le commandement de l'État. Ce commandement traditionnel-là, le schéma politique de M. Biya a voulu que le commandement traditionnel, qui est le prédécesseur, qui était au commencement, qui a donné naissance à l'État, soit aussi impliqué dans la conduite des affaires locales. C'est-à-dire que ce commandement traditionnel-là
ne soit pas effacé de la vie publique, qu'il continue à regarder comment on construit les routes, comment on construit les écoles, comment on construit les hôpitaux, comment la fonction marche, la fonction publique locale, etc. Donc, les représentants du commandement traditionnel constituent non pas une chambre, mais une deuxième qualité de conseillers régionaux. Eux, ils seront élus par leur père. C'est-à-dire que c'est une élection qui se déroule dans le monde du commandement traditionnel. Ils sont élus, ces représentants-là, le code général, le code électoral les appelle les représentants du commandement traditionnel. Dans son article 243, le législateur dit que les conseillers régionaux sont, premier tiret, les délégués des départements, élus au suffrage universel indirect, et les représentants du commandement traditionnel, élus par leur père. Donc, quand vous avez vu ça, vous prenez l'article 246 de 48 du même code, il vous dit comment ces deux catégories de conseillers sont élus. On vous dit, les délégués des départements sont élus par un collège électoral composé de conseillers municipaux. Ça veut dire que si vous voulez avoir un mot à dire dans la mise en place des régions, vous qui êtes un organe politique, donc un parti politique, vous devez avoir des conseillers municipaux. Et ça, tout le monde le sait. On ne demande pas aux partis politiques d'avoir autre chose. Ils ne peuvent pas avoir le commandement traditionnel. Parce que le commandement traditionnel n'est pas politique au sens premier du terme. Donc, si vous voulez avoir en tant que parti politique de l'influence dans le fonctionnement des futures régions qui vont se mettre en place, il vous revenait de vous organiser pour avoir des conseillers municipaux. Puisque ce sont ces conseillers municipaux qui vont élire les délégués des départements. C'est comme ceux qui s'intéressent au commandement traditionnel. Si vous voulez avoir de l'influence dans les conseils régionaux à venir, vous devez vous arranger à être un chef traditionnel. Soit de premier degré, soit de deuxième degré, soit de troisième degré. Et vous devez être un chef traditionnel autochtone. Et vous devez être, votre désignation doit être homologuée. Ça veut dire que vous, si vous voulez être un acteur de la région, vous ne devez pas aller chercher à être chef traditionnel là où vous n'êtes pas un autochtone. Si vous êtes un chef traditionnel là où vous n'êtes pas un autochtone, si moi, Elimbi Lobé, qui ne suis pas un autochtone de la région du centre, je m'en vais me débrouiller là-bas de quelque manière que ce soit, à être un chef traditionnel dans le pays Béti, ou dans le pays Ewondo, ou dans le pays Eton, ou dans le pays Bafia, etc., dans le Mba. Même si je suis chef traditionnel, même si je suis dit chef traditionnel là-bas, comme je ne suis pas un autochtone de là, je ne serai pas électeur lors de la mise en place du conseil régional. Tout ça est clair. Et c'est exprimé en des termes simples. L'alinéa 2 de l'article 248 vous dit « Les représentants du commandement traditionnel sont élus par un collège électoral composé de chefs traditionnels de premier, deuxième, troisième degré autochtones dont la désignation a été homologuée conformément à la réglementation en vigueur. » Si même vous êtes un chef traditionnel, vous êtes assis là, tout le monde dit que vous êtes chef traditionnel, mais vous n'avez pas un acte d'homologation, vous ne serez pas électeur. À plus forte raison si vous n'êtes pas autochtone. Donc, les conditions sont claires. Pour gérer ce que M. Essomba a dit, une institution qui est centrale dans le fonctionnement de l'État, dans le contexte de l'État unitaire décentralisé, ce que Paul Biya a dit dans le cadre de l'une de ses interventions, qu'il garde l'héritage des pères fondateurs. Ce n'est pas Paul Biya qui a amené l'État unitaire. C'est Ahidjo et Foncha. Et Paul Biya a fait le choix de garder cet héritage et, en son sens, de l'améliorer. Ahidjo n'a pas laissé de décentralisation.
il doit laisser un État unitaire centralisé. Tout se décidait à la capitale. Tout se décidait par le gouvernement national. Monsieur Biya est venu, pense apporter une amélioration qui est que le pays devient de plus en plus peuplé. Le pays devient de plus... Il ne change pas de dimension parce qu'un pays ne change pas de dimension. Mais le fait qu'il devienne de plus en plus peuplé fait en sorte que les besoins sont de plus en plus importants. Le besoin éducatif qu'il y avait en 1940 ou bien en 1965 ne sont plus les mêmes besoins éducatifs qu'il y a aujourd'hui en 2020 avec une population qui est de à peu près 25 millions d'habitants. Il a estimé qu'il fallait améliorer la gouvernance en transférant par l'échelon aux échelons locaux, ou un échelon donc aux échelons locaux, un certain nombre de compétences. Sa conception a été validée par sa victoire électorale. Je suis donc de ceux qui, parce que je me soumets aux décisions qui sortent des élections. Moi, je n'ai pas voté Paul Biya. Je n'ai d'ailleurs voté personne. J'ai fait un bulletin blanc. Parce que dans l'opposition, je n'ai vu personne qui a eu le souci d'une véritable victoire de par une stratégie électorale cohérente. Je n'ai pas voté Paul Biya parce que j'estime qu'il a déjà assez gouverné. Il est temps de passer la main. Mais c'est Paul Biya qui a gagné l'élection. Alors, à partir de ce moment-là, je me soumets bien entendu à Paul Biya, je me soumets à la volonté des électeurs camerounais. Et parce que c'est donc lui qui a gagné, je vais m'opposer à tous ceux qui essayent de l'empêcher de gouverner. Parce que le rôle d'une opposition, ce n'est pas d'empêcher celui qui a gagné de gouverner. Ce n'est pas ça. Les gens ont l'impression au Cameroun qu'on est d'autant plus opposant et bon opposant qu'on empêche celui qui a gagné de gouverner. Il ne s'agit pas en France, aux États-Unis, on n'empêche pas le président de gouverner. On le regarde gouverner et on dit comment il est en train de mal gouverner en fonction des engagements que lui-même il a pris. Mais quand quelqu'un vous dit sur des plateaux de télévision des semaines et des semaines durant que si le président de la République tente de mettre en place une institution pour laquelle il a été élu, on va le chasser du pouvoir. Ça veut dire que vous ne vous soumettez pas à la volonté du peuple camerounais. Or, notre constitution dit que la souveraineté appartient au peuple. Et le peuple l'exerce par l'entremise du président de la République, du Parlement ou du référendum. Et la constitution précise que aucune fraction du peuple, aucune fraction du peuple, parce que je ne comprends pas ce qui se passe exactement dans notre pays là, mais l'article 2 dit que la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais, pas aux partis politiques. On n'a pas dit que c'est aux partis politiques. Et le constituant dit qui exerce ça? Le constituant dit le peuple camerounais qui l'exerce soit par l'intermédiaire du président de la République. Donc quand le président de la République est en train d'agir, il est en train de faire ce que le peuple aurait pu faire si le peuple lui-même pouvait s'asseoir sur une table et gouverner. Ou par le Parlement, c'est-à-dire ses représentants, ou par l'intermédiaire du référendum. Et le constituant dit aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Monsieur Kanto et son parti, monsieur aussi ou monsieur Foundi et son parti ne peuvent pas dire que monsieur le président, tu ne dois pas mettre en place le conseil régional. Si tu le mets en place, nous allons te chasser. Nous qui? Nous, le MRC, parce que le MRC n'est pas le peuple. Il n'est qu'une fraction du peuple. Or, la Constitution interdit à une fraction du peuple de s'accaparer la souveraineté nationale. Donc nous sommes là dans le travestissement même de ce que la Constitution nous a donné comme cadre. C'est dans ce cadre-là que la liberté d'expression et toutes les autres libertés doivent s'exercer. Si nous sortons de ce cadre, nous ne sommes plus dans un état de société. Nous sommes dans un état de nature. Il n'y a plus de chef, il n'y a plus rien. Chacun peut dire qu'il enlève le chef à tout moment. Dans la mécanique de M. Kanto, si lui-même arrive au pouvoir demain, Louison de Sombaké ici, et moi-même, nous pouvons nous réunir aussi, en tant que fraction du peuple, décider qu'on l'enlève.
C'est donc une culture du désordre que M. Kanto est en train de promouvoir. Et je pense que tous les hommes sensés du Cameroun ne peuvent pas adhérer. C'est pour ça que ces mots d'ordre vont échouer. Et la convocation de ce corps électoral a deux messages. Le premier, ils ont ergoté partout que M. Biya n'est pas là. Or, ils ont gouverné avec M. Biya dans le même style. Quand M. Kanto a été ministre de M. Biya, il a vu M. Biya avec les yeux compagnons combien de fois? Il n'y a pas eu de conseil des ministres. M. Kanto a été ministre de 2004 jusqu'en 2011. Il y a eu à peine un conseil des ministres. À peine un, où il s'est assis avec Biya. Mais il a fait des interviews pour dire à tous les Camerounais que M. Biya était un homme d'État. Alors qu'il ne le voyait pas. En 2008, alors que le mandat s'achevait, le mandat du président s'achevait, allait s'achever en 2011, conformément à la constitution de 96, qui prévoyait que en 2011, le président Biya devait remettre le tablier et ne plus se présenter aux élections. M. Kanto a estimé que le président Biya était tellement bien qu'il fallait qu'on enlève l'article 6 de la Constitution qui limitait les mandats pour que M. Biya puisse se représenter autant de fois qu'il le souhaite. M. Kanto était cohérent. Il s'est assis avec les responsables des autres responsables du RDPC, les IREAC du régime du président. C'était à Bafoussam, à la maison du parti du RDPC, le 3 mars 1982, 2008 autant pour moi, pour signer une motion de soutien et de défiance. Le projet de loi modifiant la Constitution est allé à l'Assemblée. On a enlevé la limitation des mandats, comme M. Kanto le demandait. Et M. Biya puisse se représenter aux élections, qu'il continue à gagner. Donc M. Biya, s'il est au pouvoir, c'est bien une conséquence des options politiques de M. Kanto. M. Kanto ne peut donc pas aujourd'hui nous dire qu'il faut enlever M. Biya du pouvoir, alors que M. Biya a gagné. Eh bien, je termine mon propos en disant, nous allons nous organiser pour que M. Biya gouverne. Parce que c'est lui qui est l'élu du peuple camerounais. C'est une question de principe. Merci à vous, Elie Bilobet. Et je vous reçois immédiatement sur ce plateau. Vous venez à peine de nous retrouver, docteur Ambroise Essomba. Vous êtes constitutionnaliste et chargé de cours à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala. Merci d'être là ce matin. Alors, en écoutant Paula Tanganji, on comprend clairement que, ces consultations électorales régionales ne pouvaient attendre dans le contexte actuel. Oui, bien entendu, le ministre de l'administration territoriale, Paula Tanganji, est dans son rôle préventif, c'est-à-dire qu'une sortie préventive pour essayer de rassurer les collèges électoraux d'aller sereinement participer, d'aller sereinement jouer leur rôle de vote, c'est-à-dire que la mission de vote. Et le ministre Tanganji fait un rappel suffisamment clair sur la tenue non seulement de ces régionales, mais aussi interpelle tous les leaders politiques, plus précisément, là on ne va pas se tromper, il a plus précisément axé son propos sur le leader du MSC, en qui il a rappelé un certain nombre de préalables, que justement le corps du délit ou bien l'extinction de la faute qui avait été d'abord préalablement commise n'est pas totalement éteinte. Et rappelle aux uns aux autres que l'État a les moyens suffisants pour pouvoir garantir la tenue de ces élections régionales. Donc la sortie du ministre est claire, elle est préventive, c'est une sortie préventive. Et je pense pour ma part que le ministre, quand on l'écoute quand même, on sent qu'il y a une réelle volonté pour l'État du Cameroun, puisque le ministre représente le gouvernement camerounais. Il y a donc une réelle volonté pour le gouvernement de faire tenir ces régionales qui sont annoncées en grande pompe par des troubles. Vous savez que le professeur Maurice Kamto avait, dans l'une des sorties, indiqué que si c'est l'heure, c'est que c'est l'heure. C'est-à-dire que pour indiquer que le cas où le président de la République convoquera le corps électoral, les corps électoraux, puisque ça a été fait depuis hier, pour le 6 décembre 2020, il va lancer une alerte nationale pour justement demander le départ du président de la République. Alors, vous savez que nous sommes en République, bien entendu. L'exercice des libertés fondamentales, par exemple le droit de la résistance ou bien le recours
à la résistance à l'oppression, ce sont des libertés fondamentales qui sont prévues, mais lorsque l'objet peut faire problème, parce que là, il demande le départ du président de la République, or, ce qui n'est pas prévu dans nos textes, dans notre loi fondamentale, vous savez qu'il n'y a aucune disposition qui voudrait qu'en cours de mandat, que le peuple démette le président de la République. Donc, c'est un rappel fondamental que fait Atangandi, et je pense pour ma part que dans un tel contexte, l'État détenteur du monopole de la contrainte légitime va tenir, ces élections vont se tenir, et je pense qu'à partir de la sortie de Tangane, qui est chargé à assurer le bon ordre national, parce que vous savez, c'est le ministre de l'administration territoriale qui a sous son autorité tous les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets. Donc cela veut dire que toute l'administration va se mettre en branle pour que ces élections, pourtant qui ne vont pas intéresser tout le peuple, parce que vous savez que c'est des élections au suffrage indirect, alors ça ne veut pas intéresser tout le peuple, juste une partie des citoyens camerounais qui ont été préalablement choisis par le peuple. C'est pourquoi on dit que c'est un scrutin indirect, parce que le peuple n'y participe pas de manière directe. Alors donc, monsieur le journaliste, retenons tout simplement que la sortie du ministre Atangandi est claire, elle est préventive et elle interpelle les hommes politiques de ce que le processus électoral et surtout la tenue, la mise en place des conseils régionaux est un mécanisme d'achèvement et de parachèvement, non seulement des institutions, mais qui range notre pays vers la modernité, non seulement démocratique, mais vers la modernité du développement. Parce que vous savez que les régions, qui sont d'ailleurs, qui sont constituées des départements, ont une mission importante. Et c'est ça la différence entre j'allais dire l'option communale et l'option régionale. Parce que vous savez que l'option communale, quand nous restions dans la logique des communes, l'ambition ici était exclusivement administrative. Or, avec les régions, nous montons d'un cran, c'est-à-dire que nous touchons là non plus des considérations d'ordre administratif, mais des considérations plutôt politiques. Parce que vous savez que les régions sont, j'allais dire, le Sénat est la chambre des régions. Et quand on voit l'intervention du président de la République dans le choix, dans la désignation des sénateurs, on se rend déjà compte que c'est un rôle politique. Et quand on vous dit que le président du conseil régional est un autochtone, c'est encore une autre considération politique qui vient protéger les minorités et restaurer une valeur importante au peuple autochtone. Donc, voilà ce qu'on pourra dire sur ces éléments-là, sur ces artefacts. Mais retenons tout simplement que le président de la République a convoqué les corps électoraux pour le 6 décembre. Et pour finir avec la métaphore, j'ai aimé la métaphore de fin du ministre de l'administration territoriale, mais il faut aussi noter qu'une autre métaphore, vous savez, quand on a pris ce qu'on appelle chez nous une arme, en allant à la chasse, il a tiré en l'air. Et quand il tire en l'air, les rats, les hérissons, tout ça vont fuir. Mais qu'est-ce qu'il va trouver maintenant en bourse? Ce sont les lions et les éléphants qui n'auront pas le moyen de fuir et qui vont attendre le chasseur. Donc voilà un peu l'image par laquelle je voulais achever mon propos. Merci à vous, docteur Ambroise Essomba. Vous avez également précisé l'importance de ces régions qui doivent être constituées au Cameroun et qui sont au cœur du processus de décentralisation. Je voudrais que vous puissiez davantage nous instruire sur le rôle, vous avez parlé du rôle politique, mais je voudrais que vous puissiez nous amener beaucoup plus en détail pour que nos téléspectateurs comprennent très bien à quoi serviront de façon spécifique ces régions-là dans le processus actuel de décentralisation. Bien entendu, à côté de l'État, vous savez qu'il y a des institutions de proximité qui accompagnent le peuple à la réalisation d'un certain nombre de besoins, et parmi lesquels donc, ces institutions, parmi lesquelles s'inscrivent dans les régions. Vous savez qu'il faut déjà dire aux Camerounais qui nous regardent que la région ici, considérée comme collectivité territoriale, doit être distinguée de la région comme circonscription administrative. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui font de l'amalgame en estimant que après l'élection du président du conseil régional, le gouverneur va disparaître. Non, il faut déjà bien qu'on explique cela aux Camerounais pour leur indiquer que la région ici, c'est conçu comme collectivité territoriale. C'est-à-dire que au même titre que les communes, au même titre que la commune de la ville, ainsi de suite. Alors non, c'est collectivité territoriale. Or,
la région comme circonscription administrative, avec à sa tête le gouverneur, va rester, puisque vous savez, c'est le gouverneur qui assure la tutelle du président du conseil régional. Un peu comme le préfet assure la tutelle des communes. Donc, il faut d'abord l'expliquer. Alors maintenant, il y a que, avec la mise en place des conseillers régionaux, on se rend compte que le texte prévoit ceci, la loi sur la décentralisation portant code général sur les collectivités territoriales décentralisées est claire, c'est-à-dire qu'en fait, les régions ont un rôle, jouent une mission dans les domaines ci-après, dans les domaines du développement, domaine social, domaine culturel, domaine sportif, et à partir de là, va accompagner l'État dans justement la mise en œuvre de cette décentralisation dont bénéficieront les populations locales, surtout les populations, parce que vous savez que le siège de la région, on a dit qu'en tant que collectivité territoriale décentralisée, c'est également le siège de la région en tant que circonscription administrative. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire en réalité que, comme le cas de la formule communale, la région a pour mission justement d'accompagner les populations locales à résoudre leurs problèmes sur le plan local. C'est-à-dire que maintenant, ce serait beaucoup plus sur le plan départemental, parce qu'on a dit que les régions sont constituées des départements. Alors, cela veut dire tout simplement que la proximité du peuple, enfin de ces institutions, permettra donc aux citoyens de ces régions-là de bénéficier d'un certain nombre, un certain nombre de problèmes qui seront résolus et qui sont spécifiques à cette région précise. Je voudrais parler d'un exemple. Les problèmes, par exemple, les problèmes qui seront posés par les citoyens dans la ville de Douala semblent ne pas être les mêmes qui seront posés ailleurs. Donc, c'est pour dire que la décentralisation, on parle des intérêts locaux. Vous voyez, le texte précise intérêts locaux. Cela veut donc dire que les intérêts qui sont spécifiquement propres à une localité. Donc, les régionales vont permettre donc d'accélérer ce processus de la décentralisation, surtout de proximité de la population aux côtés des institutions. Et l'on se demande, Dr Essomba, quel sera le rapport, par exemple, entre la région et ce qu'on appelle l'agglomération, c'est-à-dire la supermairie. Est-ce que la supermairie sera sous l'autorité, par exemple, ou alors sous le contrôle du président de région? Est-ce qu'il y aura, ou alors est-ce qu'il y aura une autonomie vis-à-vis de la région? Oui, alors je l'expliquais tout à l'heure, peut-être que je n'ai pas foncé le trait, je l'expliquais tout à l'heure pour dire que il n'y aura pas, parce que le décret, là, pardon, j'allais dire la loi de décembre sur les collectivités territoriales décentralisées a suffisamment précisé, en attendant qu'il y ait une disposition qui dit qu'un décret d'application du président de la République viendra déterminer les services déconcentrés initialement sous l'autorité du gouverneur qui passeront sous l'autorité du président du conseil régional. Ça, c'est ce que dispose la loi. Alors, dans le cas de l'espèce, il n'y a pas, dès lors que cette disposition, ces décrets d'application seront pris pour déterminer effectivement le champ d'intervention de chaque institution, il n'y aura pas, à mon sens, achoppement, parce que les Camerounais ont craint de ce qu'il y ait des conflits de compétences, parce que ça, c'est la question justement technique que vous posez, les conflits de compétences entre le président du conseil régional et le maire de la ville. Mais je dois vous dire que le maire de la ville, comme les maires des communes, sont sous l'autorité du préfet. Et c'est ça la différence. Or, je vous ai dit tout à l'heure que le président du conseil régional, lui, sera sous l'autorité, sous la tutelle administrative du gouverneur en tant que chef d'une circonscription administrative régionale. Alors, ce qu'il faut relever, c'est quoi? C'est simplement que on craint de ce que les tests, comme j'ai souvent eu l'habitude de le dire, les tests se posent, se juxtaposent, se superposent. Alors, à un moment donné, ça fait que lorsque survient une difficulté, on a de la peine à savoir quel est effectivement le test qui s'applique. Nous espérons qu'à l'état actuel de notre législation, je n'ai pas fait le tour ou le pourtour de tout cela, mais retenons simplement que le Code général sur les collectivités décentralisées a permis au président de la République de prendre des décrets d'application pour justement éviter qu'il y ait un conflit de compétences entre toutes ces autorités communales. En tout cas, l'objectif ici, c'est de permettre aux gens de pouvoir gérer eux-mêmes leurs affaires de façon directe, ne plus aller à Yaoundé, obtenir par exemple des décisions sur des investissements qui doivent être commis au niveau local pour la transformation de la vie des populations.
On retient cela et on revient à vous dans une dizaine de minutes, le temps également d'aller retrouver Jules Meignier qui est en multiplex à Paris. Vous êtes journaliste et analyste politique également. Merci d'être là ce matin. Alors, on ne s'attendait pas... on s'attendait à ce que ce corps électoral soit convoqué parce qu'on voyait très mal le président Paul Biya soumettre son agenda et surtout les promesses qu'il a faites aux Camerounais, les soumettre comme ça aux desiderata de l'opposition. Évidemment, hein, vous savez, on a toujours dit que le président de la République, c'était le maître des horloges. Donc, il n'a pas besoin d'avoir un calendrier, n'est-ce pas, concocté par l'opposition. Donc, voilà, c'est aussi une traduction dans les faits des recommandations du grand dialogue. Et bien évidemment, quand on repart au niveau des discours du président de la République, j'ai essayé de les parcourir. C'est depuis 2011 qu'il avait promis justement ces régionales-là, les conseillers régionaux. Alors aujourd'hui, bien évidemment, dans les faits, on est en train d'arriver là, hein, c'est-à-dire le 6 décembre prochain. Et donc, je crois que quand je vois le comportement de certains partis politiques, notamment du MRC, hein, je crois que c'est une espèce d'alliage entre une espèce de couardise et bien évidemment une façon de vouloir dire que oui, nous sommes forts parce qu'on parle, quoi. Donc, il faut rappeler que ce parti-là, parce que le ministre de l'administration territoriale a insisté dessus, c'est un parti qui a 0 élu. Donc, et le chef de ce parti n'est même pas chef de village, parce qu'il faut bien le mentionner, je crois que le docteur Essoba le mentionnait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une élection indirecte, hein, bien évidemment, c'est-à-dire que le peuple n'est pas tout à fait associé, mais qui sont réellement associés à cette élection-là, ce sont les gens élus dans les communes, ainsi que les chefs traditionnels, je crois premier degré, deuxième et probablement troisième degré, si je ne m'abuse. Donc, c'est de ça qu'il faut savoir au niveau de la base même de cette élection-là. Donc, c'est sans objet ce que ce parti est en train de faire. Et si vous voulez, si on essaie de partir sur une espèce d'allégorie footballistique, il s'agit d'une équipe, le MRC bien évidemment, qui est éliminée en quart de finale et qui prétend être qualifiée pour la finale, alors qu'ils sont déjà éliminés. Donc, je crois qu'il y a quelque chose de malsain dans cette façon de faire. Et je veux que ce parti-là, le président de ce parti, dise quand même à ses militants que, vous savez, en réalité, nous ne pouvons pas participer à cette élection-là. Moi-même, je ne peux pas participer à cette élection-là parce que j'ai 0 élu. Moi-même, je ne suis pas élu. Je ne suis même pas chef de village. Parce qu'il faut le rappeler, je crois qu'il y a le SDF, par la voix de son président, M. John Froundi, qui a essayé d'emboîter le pas, sans toutefois demander l'insurrection. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le SDF, c'est moins de 200 conseillers municipaux. Ça, c'est très important de le savoir. Et sur 10 926 élus, ça veut simplement dire que sur les 300 communes camerounaises, aujourd'hui, le SDF lui-même a très peu de chances d'arriver au pouvoir, c'est-à-dire au niveau des régions. Donc, il faut le savoir. Donc, il y aura une espèce de raz-de-marée du RDPC, simplement parce que le RDPC est le parti le mieux implanté sur le plan national. Et bien évidemment, quand on sait aussi, par rapport au mécanisme, n'est-ce pas, de gouvernance, les chefs de village sont rémunérés par le pouvoir. Ainsi, forcément, je peux comprendre la frustration, n'est-ce pas, de ces partis-là, mais la politique de la chaise vide est terrible. Et aujourd'hui, on est en train de voir ça, c'est-à-dire que ce sont des mauvais perdants, et je crois qu'il faut qu'ils assument. Et d'ailleurs, j'écoutais M. Elimi Lobé, qui est là sur le plateau, d'ailleurs c'est un honneur d'être avec lui sur ce plateau-là, qui avait vraiment, comme on dit dans notre jargon, une espèce de Google de ces gens-là, qui sont des mauvais perdants, et essaye tout le temps de leur rappeler la droite ligne, de leur rappeler le droit, de leur rappeler les règles, etc., etc. Je crois que c'est ça que le ministre a plus ou moins fait, et par conséquent, aujourd'hui, on sait très bien que on a beau être un chef de parti, mais être chef de parti, vous n'êtes pas, vous n'avez pas l'immunité, hein, bien évidemment. Ça veut dire que si vous ne respectez pas les règles, vous serez emprisonné. Et alors,
un ami me disait hier dans une discussion que M. Mamadou Mota, vice-président du MRC, est en train de prier, n'est-ce pas, à Koningui pour que son chef de parti fasse l'erreur, n'est-ce pas, d'engager une insurrection pour qu'il le retrouve finalement à Koningui. Donc voilà, je vais terminer sur cette petite boutade-là. Voilà, merci à vous Jules Meignier. Et, voilà, je vais rester sur place à Paris avec vous maintenant pour rentrer plutôt dans le fond même de cette mesure prise par le chef de l'État camerounais. Le docteur l'a dit tout à l'heure. Il n'est pas, au stade actuel de la mise en place du processus de décentralisation, vous voyez, il n'est pas possible de passer outre parce que ces conseils régionaux ont des attributions et des attributions qui doivent pouvoir être implémentées pour permettre justement que les populations camerounaises puissent se prendre en charge. Alors, à partir de là, est-ce qu'on pouvait envisager que le président Biya, qui a d'ailleurs mis la décentralisation au cœur même de l'actuel septennat, qu'il puisse passer outre? Ben non, de toutes les façons, je crois que à partir du moment où il a pris cette décision-là, c'est-à-dire que c'est la fin de ce processus, on va dire, démocratique du Cameroun, engagé depuis pratiquement 2011. Par conséquent, je crois que si le président de la République se dérobait, n'est-ce pas, c'était donné, n'est-ce pas, le bâton pour se faire fouetter par cette opposition-là qui réclame et non seulement forcément la démocratisation de la société et qui réclame la décentralisation, certains réclament le fédéralisme. À partir de ce moment-là, si on ne suit pas cette voie-là, c'est-à-dire le chef de l'État, de la décentralisation plus ou moins poussée, je crois que ce serait une erreur. Donc, effectivement, le président ne pouvait pas passer outre, n'est-ce pas, cette mesure-là, ne pouvait pas passer outre, n'est-ce pas, la convocation de ces collèges électoraux, n'est-ce pas, au niveau des départements, pour que vraiment la démocratie soit mieux impactée, même au niveau des régions. Mais c'est vrai que j'entendais tout à l'heure le docteur Essoba essayer d'expliquer, n'est-ce pas, comment ça va se passer. C'est vrai qu'on se pose des questions, on se dit quelle est la primauté, s'il y a le gouverneur, comment ça va se passer, par exemple, lors du défilé du 20 mai, quand les gens arriveront à la tribune. Est-ce que le gouverneur, forcément, il arrivera le dernier, mais entre le président du conseil régional, le préfet, le maire de commune, etc., c'est un peu, je ne sais pas très bien comment la classification réelle, mais bon, c'est déjà un sacré bon pas pour notre démocratie, et j'espère que ça va se poursuivre avec probablement demain une espèce de fédéralisme, peut-être communautaire, comme certains le réclament, etc., etc. Et peut-être là, les gouverneurs des régions disparaîtront. Voilà. Merci à vous, Jules Meignier. Voilà, toujours est-il que les autorités camerounaises précisent qu'il s'agit de permettre aux Camerounais de pouvoir se prendre en charge, de gérer leurs propres affaires, de pouvoir décider au niveau local et de ne plus être soumis au pouvoir central tel que cela était le cas avant. On a vu que cela a créé beaucoup de problèmes. Et en plus, tout à l'heure, je voulais vous interrompre parce qu'il ne fallait pas perdre le fil. Je voulais vous relancer là-dessus, docteur Ambroise Essomba, parce qu'il est important que les Camerounais puissent comprendre justement la pertinence de ce qui sera mis en place très prochainement, à savoir les conseils régionaux. Et Elim Bilobé tout à l'heure a apporté les différentes attributions, notamment quelques attributions en tout cas, du président du conseil et les différents organes qui vont être mis en place pour permettre à ce conseil-là de pouvoir, on ne va pas dire remplacer le gouvernement central, mais reprendre une part importante des engagements de l'État central au niveau régional. Oui, bien entendu. Vous savez que des 100 sénateurs, le président de la République discrétionnairement nomme 30 et les 70 en réalité sont élus de manière indirecte par les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Donc voilà la première importance parce que depuis 2013, nos sénateurs n'étaient élus que par les conseillers municipaux. Maintenant, on va achever cela en mettant en place les conseillers régionaux. Parce que l'élection, justement, des 70 sénateurs tient donc de ces deux composantes, c'est-à-dire les conseillers municipaux et les conseillers régionaux.
Donc cela veut dire que désormais, donc, avec la mise en place des régionaux, des élections régionales, on aura donc effectivement tout le corps de ceux qui doivent participer à l'élection des sénateurs, qui sera donc complet, parce que c'était incomplet. Seuls les conseillers municipaux nommés. Or, le texte prévoit qu'en plus de ces conseillers municipaux, il faut les conseillers régionaux. Donc voilà d'abord l'une des premières importances de la mise en place des régionales pour justement conforter et compléter l'ossature de désignation des sénateurs. Bon, maintenant, vous savez que la région a un autre rôle important, d'abord sur le plan du développement. Parce que quand vous prenez le test, on vous dit, en défendant les intérêts locaux, les régions ont une mission de développement. C'est-à-dire que dans le domaine du développement, on commence par le développement. C'est-à-dire que tout ce qui va désormais concerner les investissements au niveau de la région du littoral, on ne va plus aller monter du côté du centre. C'est-à-dire que déjà, au niveau de la base régionale, ces questions les investisseurs peuvent négocier avec les présidents des conseils régionaux et mettre en place les politiques publiques de développement. Donc voilà déjà un autre aspect. L'autre aspect, on l'a évoqué, c'est-à-dire que dans tous les autres domaines, c'est-à-dire que le domaine sportif, si un investisseur veut venir au Cameroun, ou bien si quelqu'un veut faire un stade, par exemple à Douala, dans le domaine dans une localité précise, ils peuvent négocier avec le président du conseil régional. Vous voyez donc que la mission du conseil des régions, ou du moins la mise en place des régions, a donc ceci d'importance que les questions locales, c'est-à-dire que les besoins d'une localité précise, seront réglés au sein de cette localité-là. Et Jules Meunier tout à l'heure s'interrogeait un peu sur les rapports de préséance. Vous savez qu'il y a un vieux décret du 17 septembre 1976 qui organise les cérémonies publiques protocolaires et préséances. Vous voyez que c'est un vieux décret de 1976. Donc, ce décret-là n'avait pas pris en compte la mise en place des régions. Et même, vous savez, n'avait même pas pris en compte la mise en place des institutions sénatoriales parce qu'on se limitait au président de la République, au président de l'Assemblée nationale. Or, vous savez qu'on a eu deux institutions maintenant en place. Il y a le Sénat qui est mis en place et voilà désormais les régions qui seront mises en place. Ça veut dire que le décret de 1976 mérite donc d'être aménagé en relation avec notre évolution institutionnelle. Parce que quand vous prenez ce décret, vous vous rendez compte que le président, par exemple, du Sénat, n'est pas prévu au niveau de l'organisation des cérémonies publiques, préséances et protocoles. Donc, maintenant, avec la mise en place des régions, ce qui est évident, c'est que il faut le signaler, il faut le dire aux Camerounais, que les collectivités territoriales doivent se gérer dans le respect de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale et surtout de la primauté de l'État. Ça veut donc dire que le président du conseil régional, lors d'un défilé, par exemple, une cérémonie publique, ne peut pas arriver après le gouverneur. Non, le gouverneur incarne l'autorité de l'État. C'est-à-dire que, et comme je venais de le dire, il y a la primauté de l'État sur les collectivités territoriales décentralisées. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Certainement, c'est que avant l'arrivée du gouverneur, on se rassure que le maire de la ville est déjà là. Il y a l'arrivée du président du conseil régional et le gouverneur coiffe la fin des arrivées. Donc, c'est pour dire que les gens ne doivent pas croire qu'avec la présence du président du conseil régional, celui-ci aura une primauté sur l'autorité qui incarne, sur l'autorité administrative qui incarne au sommet, justement, qui représente le président de la République au niveau de la circonscription administrative. Maintenant, il faut également dire que les régionales, et là, je rejoins l'option développée tout à l'heure par Elie Bilobé. Vous savez, l'article 5 de notre Constitution est suffisamment clair. Elle dispose que le président de la République conçoit la politique générale de la nation. Et l'article 11 confère la mission de mettre matériellement en place cette politique au gouvernement ainsi qu'aux autres ministres. Ça veut donc dire que si le président de la République juge nécessaire de mettre une institution en place qui pour lui viendrait, comme on venait de le dire tout à l'heure, apporter du souffle nouveau aux besoins des populations locales, cela n'est qu'une très bonne chose. Mais maintenant, le contexte qui s'y prête est un contexte de pouvoir, j'allais dire un contexte d'insécurité. Et nous faisons front, le Cameroun fait front à plusieurs
crises. J'allais dire la crise sanitaire et la crise sécuritaire. On voit que ce n'est pas simplement à Bamenda que nous avons des problèmes. Vers le septentrion, l'Est aussi, le Cameroun traverse un certain nombre de crises. Mais je dis, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, si le président de la République, d'ailleurs dans l'un de ses discours, avait dit, et je peux reprendre en quelques mots certains pour le paraphraser, il disait, mes chers compatriotes, je vous ai compris, vous avez besoin de la décentralisation, je vous ai compris. Je pense que nous irons donc vers cette décentralisation renforcée et poussée, d'où aujourd'hui la mise en place des régions. Et voilà, les régions qui vont donc voilà, se voir transférer un ensemble de compétences qui avant étaient celles de l'État via le gouverneur, voilà, le gouverneur de région. On va en parler davantage dans quelques instants, mais je voudrais qu'avant de prendre les appels, que nous puissions évoquer bien sûr les menaces du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Professeur Essomba, pensez-vous que Maurice Kamto, de façon stratégique, franchira le pas, malgré les menaces de Paul Atanga-Nji, tel qu'on a suivi tout à l'heure, et qu'il appellera les Camerounais à renverser le président Biya, comme il avait annoncé? Je pense que la sortie du professeur Maurice Kamto, à mon sens, je ne suis pas un politicien, je suis analyste, et j'observe que le professeur Maurice Kamto, je l'ai dit sous d'autres plateaux, et peut-être même ici, en indiquant que, vous savez, en politique, il y a deux choses que l'on utilise. On utilise la force, et soit la force, soit la ruse, soit les deux en même temps. Mais alors, sur le plan de la force, on se rend bien compte que le professeur Maurice Kamto n'a aucune force politique pour l'heure, dès l'heure, parce qu'il n'a aucun conseiller municipal, aucun député, aucun sénateur, aucun conseiller municipal. Donc, pour là, il a perdu la force politique, c'est-à-dire qu'au niveau de la représentativité politique, il y a problème. Maintenant, qu'est-ce qui lui reste? Quelle est la manœuvre qui lui reste? C'est la manœuvre fondée sur la ruse, c'est-à-dire tout faire pour essayer d'exister, tout faire pour essayer de mettre en place une pression sur le gouvernement afin justement pour celui-ci, par exemple, de ne pas mettre en œuvre un certain nombre de choses. Donc moi, je pense que le professeur Maurice Kamto est dans le rôle qui est le sien, c'est-à-dire qu'un homme politique qui n'a pas le poids politique nécessaire, c'est-à-dire qu'au niveau de la représentation politique, mais en qui il ne reste que la ruse pour essayer justement de mettre en branle l'État. Mais je pense que quand nous voyons l'option aujourd'hui qui est prise par notre gouvernement, c'est-à-dire la sortie musclée du ministre de l'administration territoriale et les actes formels, réglementaires du président de la République, cela veut dire que comme l'État va aller jusqu'au bout de sa mission, celle qui consiste à mettre en place ces régions. Et une autre interrogation avant de quitter avec vous, c'est la sortie également du chairman John Fundi ou alors du Social Democratic Front qui a annoncé un boycott de ces consultations électorales. Que se passe-t-il dans le cas du STF? Comment comprendre? Vous savez, en politique, on ne peut pas mettre tout le monde d'accord. On ne peut pas mettre tout le monde d'accord. Et vous savez comment on le dit, nous sommes à l'ère du pouvoir contesté. On ne peut que contester tout parce qu'aujourd'hui, la contestation est devenue, je dis, la chose la mieux partagée. Bon, la sortie du SDF également, vous savez que le SDF aussi est en perte de vitesse politique. On a vu la place du SDF lors de l'élection présidentielle. On a vu la place que ce parti a occupée, qui était leader à l'époque. Mais aujourd'hui, je pense que la sortie du leader du SDF, Nidon Fundi, vient davantage, à mon sens, rejoindre la logique, justement, du professeur Maurice Kamto dans le sens du boycott. Et je vous dis toujours qu'en politique, il ne faudrait pas toujours mettre en exergue et en avant les principes de boycott, parce que en fait, quand vous avez boycotté, cela se retourne contre vous un peu comme un balancier d'ascenseur. Donc il faut faire très attention sur ces questions. Mais ce que j'ai dit, c'est que avec la sortie du ministre de l'administration territoriale, il faudrait prendre au sérieux. Il faudrait prendre au sérieux parce que les gens ont estimé que non, Maurice Kamto ne peut pas, c'est juste une piqûre de mousse sur le dos d'un éléphant. Non, je dis quand un homme politique fait une telle sortie et il n'est pas à sa première manœuvre. Donc je pense que l'État du Cameroun doit prendre au sérieux. D'ailleurs, c'est d'ailleurs pris au sérieux dans la mesure où vous voyez la sortie du ministre de l'administration territoriale qui commence déjà à procéder à des formalités préventives pour dire, écoutez, si vous posez tel acte, voilà, c'est à quoi vous ferez face. Merci à vous. Elie Bilobert, avant d'aller à Paris, rappelez que vous avez déjà exprimé sur la sortie du professeur Maurice Kamto. Oui. Peut-être un mot à ajouter avant que nous ne donnions également la parole à M. Je n'ai pas vraiment... J'ai plus intérêt à rappeler
l'ordre qui doit régner entre l'État central et la région. Comme l'a dit monsieur le professeur Essomba tout à l'heure. L'article 289 du Code général des collectivités territoriales, parlant justement des régions, vous dit que lorsque le conseil régional siège et statue en dehors de ses sessions légales sur un objet étranger à ses compétences, ça veut dire que si la session conseil est en train de siéger pour décider par exemple de l'achat des armes, la loi dit le représentant de l'État prend toutes mesures appropriées afin de mettre immédiatement un terme à la réunion. Ça veut dire que le conseil, en tant qu'institution, a quelqu'un qui le surveille. Il y a quelqu'un qui le surveille pour qu'il ne sorte pas de ses missions que la loi lui donne. Si dans l'exercice ou dans le fonctionnement du conseil, vous commencez à aller signer des accords au nom de l'État du Cameroun, dont vous n'êtes pas le représentant, vous n'êtes que le représentant d'une région, vous comprenez immédiatement que le surveillant va vous interrompre. C'est donc pour dire qu'il y a une autorité au-dessus des collectivités territoriales. Cette autorité n'est pas une autorité qui fait les choses en lieu et place du conseil régional ou de la commune. Mais c'est une autorité de surveillance de la légalité des actes posés. Il faut que cela soit compris par les pourfendeurs de ce programme politique de M. Biya. Peut-être que quand Kamto et consorts seront élus, ils vont créer une autre organisation où, à l'échelon local, et comme ils parlent tous du fédéralisme, peut-être que dans leurs États fédérés, ce sera, le Cameroun va devenir une constellation d'États souverains. J'ai d'ailleurs ici dans mes documents une réflexion faite par M. Jean-Jacques Ekindi immédiatement après le grand dialogue, où il préconise un fédéralisme à 10 États souverains. Ça veut dire que le Cameroun, dans sa vision des choses, disparaît. C'est le littoral qui devient l'État du littoral souverain, l'État du centre souverain, l'État de l'Ouest souverain, quelque chose qui ne correspond qu'à la désagrégation de l'État. Pour terminer mon propos en disant que certains partis politiques ont pris l'habitude de masquer leur délitement, leur effondrement, à travers des comportements qui consistent à faire de la surenchère pour obtenir du gouvernement des bouffées d'oxygène. C'est ce que nous avons vu le SDF faire en 2013. Il a commencé par dire, alors que le président voulait mettre en place le premier Sénat, le SDF a commencé par dire que l'élection sénatoriale ne doit pas avoir lieu. Si on ne renouvelle pas d'abord les conseillers municipaux qui sont les électeurs, parce qu'à ce moment, comme M. Essomba vous l'a dit, il n'y avait pas de région. Les seuls électeurs, et le schéma était prévu. Il est prévu dans le code électoral qu'en attendant la mise en place des régions, ce sont les conseillers municipaux qui constituent toutes ces choses-là qui ne nous paraissent pas ou qui ne paraissent pas normales à certaines personnes sont prévues par les textes. Parce que l'esprit du constituant, c'est que la décentralisation était un processus qui allait aller crescendo progressivement. Le principe est inscrit dans la Constitution. Donc, lorsque vous avez les conseillers municipaux, et pour le SDF en son temps, il fallait d'abord élire les conseillers municipaux pour ensuite mettre en place les sénateurs. Et le SDF a dit, il ne faut pas mettre en place les sénateurs si tant qu'on n'a pas élu les conseillers municipaux. Mais on a ensuite vu le SDF revenir à quelques jours de l'élection des sénateurs et dire, ok, même comme on n'a pas mis les conseillers municipaux en place, allons aux élections sénatoriales. Et le SDF s'est donné une raison
en disant, si le président de la République advenait à décéder, il fallait bien que, conformément à la Constitution, le président du Sénat puisse assurer l'intérim. C'était la raison qu'ils ont utilisée, qui était tout à fait une raison malicieuse. Aujourd'hui, le même SDF, qui a perdu ses premiers sénateurs, qui étaient de 14, obtenu d'ailleurs d'une façon qui mettait en cause la moralité politique de ce parti, puisque dans les régions où il a eu des sénateurs, il n'avait pas une masse critique de conseillers municipaux susceptibles de l'élire. Les listes du RDPC, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, avaient été disqualifiées. Et à ce moment-là, le parti politique, par exemple, à l'Ouest, qui avait la préséance, c'était l'UDC, qui avait un plus grand nombre de conseillers municipaux. Mais il y a eu une consigne, effectivement, du RDPC. Vous rappelez bien les faits. Le RDPC, qui lui n'allait donc plus participer aux élections, a donné une consigne de vote pour travestir la lettre et l'esprit démocratique qui voudrait que ce soit l'UDC qui gagnait ces élections-là. Mais le SDF les a gagnés avec le soutien du RDPC. C'était la même chose dans la Damawa, où c'était l'UNDP qui était la deuxième force politique en termes de nombre de conseillers, et le SDF qui avait à peine une dizaine de conseillers dans la Damawa a gagné quand même les 7 sénateurs. Aujourd'hui, il nous semble que la posture de M. Froundi, c'est de rejouer cette même carte. Parce qu'au regard des conseillers municipaux que le SDF a emportés à l'issue des élections municipales de février dernier, eh bien, dans le littoral, le littoral a au total 1026 conseillers municipaux, le SDF n'a pas 200 conseillers municipaux. Sur les 1026, il n'a pas 200. Il n'y a aucun département dans le littoral où le SDF a à peu près le même nombre de conseillers municipaux que le RDPC. Donc, M. Froundi sait qu'au littoral, le SDF ne peut pas rapporter. Alors, le point a été bien suivi. Ce point dans votre analyse, on va sortir, Dr Essoba, en une petite minute. À quoi faut-il s'attendre maintenant? Le SDF ira-t-il jusqu'au bout dans sa démarche de boycott? Le MRC va-t-il aller jusqu'au bout dans sa démarche plutôt de renversement du président? Oui, je l'indiquais tout à l'heure avec force et vigueur pour dire qu'il ne faudrait pas minimiser les actions de ces différentes formations politiques. Et en face de cela, savoir que lorsque l'État veut tenir ses engagements régaliens, rien ne va certainement les empêcher, puisque, je l'ai indiqué tout à l'heure, l'État est détenteur du monopole de la contrainte légitime. Et je pense que s'il y a des actions qui veulent être menées, que celles-ci s'inscrivent dans le strict respect de la légalité républicaine. Et par là, justement, on saura que nous sommes dans une république et dans une démocratie. Que les uns et les autres comprennent que nous sommes fatigués. Aujourd'hui, le Cameroun traverse des crises sécuritaires, sanitaires, et nous ne voulons plus vivre davantage une autre crise sociale qui viendrait justement à mettre à mal la cohésion nationale et le mieux vivre au Cameroun. Merci à vous. Elimi Lobet, en une petite minute également pour sortir. Je voudrais dire à nos téléspectateurs que le Cameroun a 10 régions. Dans la région de l'extrême nord, M. Kamto n'était pas candidat. Son parti n'était pas candidat. Il n'a aucun conseiller municipal. Le SDF a été incapable de mettre des candidats à l'extrême nord. Il n'a aucun conseiller. Au nord, le SDF n'était pas aux élections. Il n'a pas de conseiller municipal. Dans la Damawa, le SDF n'était pas aux élections. Il n'a pas de conseiller municipal. À l'est, le SDF n'était pas aux élections. Il n'a pas de conseiller municipal. Dans le sud, le SDF n'était pas aux élections. Il n'a pas de conseiller municipal. Dans le centre, le SDF était aux élections dans la ville de Yaoundé. Toutes les autres communes du centre, dans les autres départements du centre, le SDF n'était pas aux élections. Il n'a pas de conseillers municipaux dans le centre. Dans le littoral a 34 communes. Le SDF n'a des conseillers municipaux qu'à Douala 1er, 5, à Douala 2, aucun, à Douala 3, quelques-uns, à Douala 4, 1 ou 2 ou 3 à peu près, à Douala 5, 6, 7, pour la ville de Douala qui a
le département du Vouri, excusez-moi, le département du Vouri a, très rapidement, le département du Vouri a 270 conseillers municipaux. Le SDF n'en a pas 50. Il n'a pas 50. Il n'a même pas 20. Dans la ville de Douala, le SDF n'a pas 20. Donc, s'il part aux élections régionales pour le département du Vouri, il sera battu. Dans le Mungo, le SDF n'a que 2 communes. La commune de Loum et la commune de Mombo. À Melon, il n'a aucun conseiller. En Barré, il n'a aucun conseiller. Konsamba, 1er, 2 et 3, aucun conseiller. Aucun conseiller à Mandjou. Aucun conseiller à Ebonné. Un parti politique qui a cette posture-là, s'il vient vous dire qu'il ne part pas aux élections régionales, parce que la guerre n'est pas finie au Nozo, il ment. S'il vous dit qu'il ne part pas aux élections régionales, parce que le code électoral est mauvais, il ment. C'est des partis qui sont en train de se déliter, mal organisés, mal gérés. Ces partis se sont affaiblis. Et ils ne peuvent pas aujourd'hui gagner les élections, même pas avoir la possibilité d'être dans quelques conseils régionaux. Donc, les mots d'ordre de ce type de parti sont destinés à cacher leurs faiblesses et l'incompétence de leurs dirigeants. Pour ce qui concerne notre pays, eh bien, il paraît que ce qui se passe au Mali tente quelques personnes. Mais ce qui se passe au Mali n'a amené aucun opposant au pouvoir. C'est l'armée qui a pris le pouvoir. Je pense que vous êtes donc suffisamment conscient pour comprendre que notre pays a une voie qu'il doit suivre, qui est celle de la stabilité. Je vous invite tous à faire de notre pays un pays qui ne balance pas. Il était hier dans le fédéralisme. C'est ceux qui ont amené le fédéralisme qui ont mis un terme eux-mêmes au fédéralisme pour nous laisser en héritage l'État unitaire. L'avancement, le progrès, c'est de rester dans l'État unitaire décentralisé et de bien le gouverner. Et tous les partis politiques qui font des incantations aujourd'hui nous ont montré qu'ils ne gouvernent même pas eux-mêmes correctement. Donc, sur ce, je vous quitte en vous disant que les mots d'ordre de M. Kamto sont sans objet. Ils servent tout simplement à lui permettre de cacher les fautes politiques qui nous montrent que c'est un leader politiquement incompétent. Ne le suivons pas. Et s'il tente de déstabiliser l'État, il faut que ceux qui sont soucieux du respect de la volonté populaire se dressent aux côtés de l'État contre M. Kamto et tous ceux qui veulent le suivre dans cette voie. Nous n'aurons pas, en plus de la crise séparatiste du nord-ouest et du sud-ouest, une autre crise politique que M. Kamto et le SDF qui nous sommes surpris de les voir s'unir subrepticement alors qu'ils n'ont pas les moyens politiques de gagner une élection. Eh bien, ne les suivons pas dans la voie qu'ils veulent nous emporter, dans laquelle ils veulent nous amener. Restons des citoyens disciplinés qui vont aux élections et qui cherchent à enlever les mauvais dirigeants à travers les voies démocratiques qui sont les meilleures, les plus sûres, qui nous permettent d'avoir des dirigeants de qualité pour conduire les affaires du pays. Le Mali a déjà fait 4 coups d'État dans sa vie et il continue à en faire des coups d'État. Il n'a pas réglé la question du développement. Merci à vous, Elie Bilobet. Voilà, Jules Meignet. Désormais, les populations locales auront une plus grande marge de manœuvre dans la gestion des affaires de leur ville, mais aussi de leur région. 26 ans après sa création par la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, voici enfin les régionales convoquées par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Ici, Daniel Sophie pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.